Bonjour à tous, les amis. Vous êtes de retour sur le projet Dirigeable de nouvelle génération. Nous avons un nouveau podcast avec un invité très attendu, Dmitri Sergueïevitch Kmel. Cela fait longtemps que nous vous attendions sur ce podcast. Nous allons à nouveau faire une petite présentation. Nous allons rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, depuis combien de temps vous travaillez dans le domaine des dirigeables. Nous parlerons bien sûr de Aerolet. Nous parlons beaucoup de dirigeables, mais derrière chaque appareil, il y a une personne. Et derrière ce modèle expérimental de notre dirigeable hybride, Elf Aerolet 01, il y a justement Dmitri Sergueïevitch Kmel. Mais avant de passer à l'appareil, j'aimerais à nouveau rappeler à nos spectateurs, Dmitri Sergueïevitch, présentez-vous, s'il vous plaît. Comment vous présentez-vous habituellement ? Êtes-vous ingénieur développeur, concepteur ou simplement scientifique ? Comment peut-on vous identifier correctement, si je puis dire ? Bonjour à tous, chers amis. Disons que, pour ma part, je suis un développeur spécialisé dans les technologies aéronautiques de pointe. Je m'y consacre pleinement, je ne saurais pas dire exactement, mais c'est probablement le cas depuis que j'étais sur les bancs de la faculté à l'époque. En fait, même avant cela, j'ai toujours eu des idées en tête concernant la technologie aéronautique. Et rappelez-nous, où avez-vous étudié ? J'ai effectué mes études supérieures au sein de l'Institut d'aviation de Moscou. Ma spécialité principale était alors la conception et la construction d'hélicoptères complexes. Par la suite, je me suis également beaucoup occupé de toute cette technologie de pointe. On peut dire que j'ai consacré la plus grande partie de mon existence et certainement l'intégralité de ma carrière professionnelle au développement de la technologie aérostatique moderne. C'est un domaine qui me passionne depuis toujours. À quel moment de votre vie les dirigeables sont-ils apparus dans votre vie ? C'était au début des années 2000. C'est justement à ce moment-là que j'ai fait la connaissance d'une équipe qui n'était pas encore très grande à l'époque, mais qui est devenue aujourd'hui mes compagnons de route. Il y avait Boris Alexandrovitch Ivchenko, Vadim Vassilievitch et beaucoup d'autres collègues avec qui nous travaillons actuellement. Et à ce moment-là, ce sujet m'a aussi passionné, le thème des dirigeables. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que j'ai découvert que des gens développaient réellement cette technologie qui, en fait, n'existe nulle part ailleurs. Avant cela, j'avais seulement lu qu'il y avait eu de tels dirigeables. Pour tout vous dire, à l'origine, je m'intéressais déjà de très près à l'ensemble des problématiques complexes qui sont étroitement liées à cette technologie innovante. Et il se trouve que plusieurs de mes anciens camarades de promotion universitaire aidaient activement à construire des dirigeables. Alors je me suis tout naturellement impliqué moi aussi dans ces sujets passionnants et j'ai fini par occuper un poste de responsabilité au sein de l'entreprise ZAOVC Avdur pendant un certain temps. À l'époque, j'occupais le poste d'ingénieur principal. Et mon travail quotidien portait sur de nombreux sujets très différents, sur l'aspect esthétique et l'apparence extérieure, sur l'étude de nouvelles configurations de dirigeables, sur les modèles de dirigeables classiques qui sont déjà bien connus dans le secteur, mais aussi sur les dirigeables conçus spécifiquement pour évoluer à de très hautes altitudes, ainsi que sur les dirigeables basés sur un schéma tout à fait classique. Bref, on peut dire que l'activité était extrêmement variée et passionnante. Et, en fait, à un certain moment de mon activité, je me suis intéressé aux appareils à structure rigide, en même temps aux hybrides. Est-ce que c'était une initiative personnelle ou bien c'était une direction que l'entreprise développait et vous vous êtes, disons, proposé pour la diriger ? Ou c'était quand même une initiative personnelle ? C'était l'initiative de plusieurs personnes dans l'entreprise qui étaient proches de cette thématique. À la même époque, vers 2005, j'ai fait la connaissance d'Alexandre Nikolaïevitch Kirillin, qui développait des dirigeables rigides. Au sein de notre propre entreprise innovante, nous réfléchissions activement à un concept novateur qui ne se limite pas seulement aux dirigeables de type rigide, mais qui s'oriente plutôt vers un modèle de dirigeable hybride très sophistiqué. Ce dernier pourrait transporter des charges extrêmement lourdes et volumineuses sans jamais utiliser de lest, et il serait utilisé, disons, exactement au même titre que les hélicoptères ou les avions de transport actuels, sans avoir besoin de recourir à des infrastructures ou des équipements d'amarrage spécifiques et coûteux.
À cette époque précise de ma vie, je prenais le temps de discuter longuement de toutes ces questions cruciales et, dans une très large mesure, je m'efforçais également de faire preuve d'une grande initiative personnelle dans ce domaine particulier. Pour vous expliquer les choses simplement, m'occupais personnellement de calculer avec précision l'ensemble des caractéristiques de vol ainsi que les détails techniques de nos dirigeables. Nous avions à l'époque des experts hautement qualifiés spécialisés dans le domaine de l'aérodynamique, et nous en avons d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui sont chargés de nous fournir l'intégralité de toutes les caractéristiques aérodynamiques nécessaires. Il y a aussi des concepts généraux, un département de développement prospectif a été créé, et je travaillais dans ce département. On n'est pas allé jusqu'à la création de véritables dirigeables hybrides, mais un projet de grand dirigeable hybride a été bien élaboré. Mais j'ai toujours voulu que nous commencions, pour ainsi dire, à observer comment se comporteraient les appareils avec une décharge aérostatique qui, contrairement aux dirigeables classiques, possèdent par exemple une plus grande force de portance au décollage et peuvent soulever une lourde charge. Quelle est leur dynamique ? J'ai fabriqué des modèles, ils ont volé. J'ai même des vidéos de ces modèles, c'était dans les années 2000. Donc, c'est quelque part dans la première décennie, à la fin de cette première décennie. C'était, pour ainsi dire, mon propre parcours. J'ai présenté lors d'une conférence un peu sur ce sujet et j'ai ensuite continué à développer mes propres solutions de conception, non seulement dans le domaine de la création de grands dirigeables hybrides, mais aussi de dirigeables assez compacts, de type semi-rigide ou même souple, de type hybride. Permettez-moi une petite précision ici. Comment cette direction est-elle apparue en fait ? Est-ce que la forme classique présente certains inconvénients ? Pourquoi cette tendance des appareils hybrides est-elle apparue en général ? Ou bien existe-t-il simplement une série de solutions sous forme de dirigeables hybrides qui offrent certains avantages supplémentaires que la version classique n'a pas ? En fait, c'est un domaine assez vaste dans la technologie. Et la plupart des grandes entreprises, beaucoup de grandes firmes, ont leur propre projet de dirigeable hybride, qu'ils soient cargo ou passagers. Par exemple, Lockheed Martin. Principalement des entreprises américaines, mais il y a aussi des européennes. Ce domaine technologique si particulier, ce n'est absolument pas moi qui l'ai inventé de toutes pièces. En réalité, il existait déjà bien avant cela, il y a de nombreuses années. Techniquement parlant, disons que cela a commencé au tout début du siècle dernier, à cette époque lointaine, il s'agissait surtout de dirigeables classiques et imposants. À cette même période de l'histoire, l'aviation moderne se développait en parallèle avec l'essor des dirigeables, en réalité, formant ainsi deux voies distinctes pour la conquête du ciel. Et les dirigeables, tous les penseurs de cette époque, y compris notre Tsiolkovsky, développaient des dirigeables équilibrés qui étaient entièrement équilibrés par la force aérostatique. Autrement dit, il s'agissait de travaux assez sérieux sur l'équilibrage des dirigeables classiques. Toute une génération de tels dirigeables a existé et ils ont donné de bons résultats. En même temps, l'aviation se développait aussi, comme vous le savez. Et à un certain moment, disons, ce n'est pas qu'elle ait complètement éclipsé le développement des dirigeables, mais l'aviation est devenue la principale. Autrement dit, aujourd'hui, la plupart des gens doivent se renseigner pour savoir qui ou quand a construit des dirigeables et ce que sont réellement ces appareils, car ils ne les voient pas. Alors qu'avec les avions et les hélicoptères, l'homme moderne est constamment en contact. Et le développement de la technologie aéronautique a fait un bond en avant au fil des années, depuis le milieu du siècle dernier. Des moteurs à hélice puissants sont apparus, sans même parler de l'aviation à réaction, qui concerne les grandes vitesses, dans lesquelles, bien sûr, l'aviation et les hélicoptères surpassent les dirigeables en termes de rapidité. Mais en même temps, les avancées qui étaient liées aux grands dirigeables immenses, construits avant le milieu du siècle, ne doivent pas être oubliées. Dans les années 30 du siècle dernier, les dirigeables pouvaient soulever des dizaines, voire des centaines de tonnes de charge utile. Leur masse totale dépassait celle de n'importe quel avion de l'époque. Et leur masse flottante totale également. Ces avancées sont en quelque sorte passées au second plan. On peut dire que les technologies ont été perdues alors que ces progrès étaient liés au développement de la technique des dirigeables.
Elle nécessitait le travail d'ingénieurs, des usines, des infrastructures et tout le reste. Et même si l'aviation a elle aussi atteint de grandes tailles et transporté de lourdes charges, aujourd'hui, pour les ingénieurs qui travaillent, par exemple, dans le domaine aérostatique, il est tout à fait évident que ces avantages, la capacité des dirigeables à transporter de telles charges, dépassent largement les possibilités des hélicoptères et même des avions de gros tonnage. De plus, les dirigeables sont bien plus économiques. Et en même temps, la technologie aéronautique, avec sa vitesse relativement élevée, sa maniabilité bien supérieure à celle des dirigeables et ses dimensions plus réduites, tous ces avantages que comprennent bien les ingénieurs aéronautiques, les personnes qui ont travaillé dans le domaine de l'aviation, ils les observent et constatent qu'il leur reste quelque chose de l'aviation. On n'a pas seulement envie de flotter dans les airs, on veut, disons, flotter de façon plus active. Et donc, quand les dirigeables, c'est mon point de vue, quand les dirigeables pourront profiter de ces possibilités qu'offrent les appareils volants que nous voyons aujourd'hui, avec le développement rapide des systèmes électriques à hélices, des systèmes multi-hélices et des appareils comme les convertiplanes, c'est-à-dire des hybrides entre l'hélicoptère et l'avion, par exemple. C'est pourquoi il existe un hybride, disons-le ainsi, entre l'hélicoptère, le multicoptère, le dirigeable à multiples hélices et l'avion. Dans cette situation tout à fait particulière, de mon point de vue personnel, j'ai pris le temps d'envisager sérieusement plusieurs concepts innovants et originaux, où le dirigeable serait entièrement équipé d'une aile aérodynamique. En fait, de nombreuses configurations différentes ont été envisagées. Elles existent dans la littérature et de nombreuses entreprises ont même réalisé certains prototypes de tests. Mais, malheureusement, les prototypes qui ont été réalisés, même de petite taille, étaient incomplets, étant donné que la grande majorité des ingénieurs d'aujourd'hui travaillent principalement dans le domaine des hélicoptères, des drones de surveillance, des avions de ligne ou même des autogires. Il n'y a finalement que très peu de personnes comme nous qui choisissent de se consacrer de manière professionnelle, entière et en permanence à l'étude de cette technologie spécifique. C'est pourquoi il n'existe pas de bon dirigeable hybride non seulement dans le sens où il transporte une charge grâce à la force aérostatique, mais aussi grâce aux hélices et à la portance aérodynamique. Mais hybride aussi dans le sens où il emprunte davantage, disons, à la technologie des hélicoptères. Il y a, par exemple, plus de moteurs. Bien sûr, les dirigeables du passé étaient déjà équipés d'un grand nombre de moteurs puissants. Par exemple, sur l'aile Acron et le Macon, il y avait d'énormes hélices, 8 de chaque côté, qui pouvaient pivoter tout comme sur un dirigeable classique. Et dans une mesure tout à fait considérable, l'intégralité de ces nombreux détails techniques que j'utilise dans la conception de ces appareils sont directement hérités des dirigeables traditionnels et classiques que nous connaissons tous si bien. On y retrouve notamment les hélices orientables, les empennages de stabilisation, et bien entendu, le processus complexe de génération des forces aérodynamiques sur l'enveloppe même de ces grands dirigeables emblématiques. Pour résumer un peu, est-ce que je comprends bien que la voie hybride n'est pas apparue parce que la version classique de l'enveloppe présente des défauts, mais plutôt à cause du désir de rendre les dirigeables plus maniables, plus rapides et capables de transporter une charge plus importante ? C'est tout à fait exact, vous avez parfaitement raison. Et en plus de cela, cette situation s'explique aussi par le fait très concret que l'enveloppe globale de ces dirigeables est absolument gigantesque et imposante, surtout si on la compare à la taille habituelle des autres types d'aéronefs plus classiques que nous connaissons. Elle est vraiment, mais alors vraiment très grande. Et pourtant, malgré ce volume impressionnant, elle n'est absolument pas sollicitée pour générer la moindre force de portance aérodynamique. Si nous choisissons de l'orienter précisément en plein vol avec un léger angle d'attaque, cela va alors entraîner de manière tout à fait naturelle une augmentation assez sensible et mesurable de la résistance aérodynamique globale de ce dirigeable. Mais dans l'ensemble de la situation, Cela ne donne pas le résultat que l'appareil pourrait obtenir. dans l'ensemble, un dirigeable classique peut aussi générer de la portance, mais une cellule ordinaire, optimisée pour produire de la portance, le fait de manière plus efficace.
C'est simplement une idée évidente pour ce type de configuration de dirigeable qui, à des degrés divers, possède une forme aérodynamique. En général, il ne s'agit pas de dirigeables cylindriques, mais plutôt légèrement aplatis. En tout cas, leur extrémité a une forme d'aile. Un dirigeable bien conçu, avec une aérodynamique bien réglée, je pense, pourrait apporter beaucoup. Et existe-t-il déjà des modèles opérationnels dans le monde? Des modèles, disons-le ainsi, en général toutes les entreprises, même à l'époque où je travaillais, s'orientent vers la création d'un grand projet, d'un très gros dirigeable. Cela s'explique aussi par le fait que les grands dirigeables sont plus efficaces. Autrement dit, plus la taille est importante, plus l'efficacité est grande, que ce soit pour un dirigeable classique ou hybride, peu importe. Et c'est justement la mise en œuvre concrète ainsi que l'exploitation de ces nouveaux dirigeables hybrides qui permettra de surmonter et d'effacer définitivement la grande majorité des contraintes techniques des modèles classiques, et permettra enfin d'accorder à ces aéronefs innovants la position stratégique et la place qu'ils méritent amplement aujourd'hui. Selon mon humble avis personnel sur la question, il ne rejette absolument pas pour autant l'usage des modèles de dirigeables classiques, mais ces nouveaux appareils peuvent être utilisés pour transporter efficacement des marchandises vers absolument n'importe quelle région reculée du monde, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours au lest ni au système d'amarrage traditionnel. C'est-à-dire que, si nous devons transporter des marchandises avec des dirigeables de type équilibré d'un point où il y a un mât d'amarrage, une aire et souvent même un hangar. Le hangar sert à stocker les dirigeables sur le long terme. Mais à l'autre extrémité, il doit y avoir le même type de mât d'amarrage et d'air. En réalité, pour un grand dirigeable, ce n'est pas si peu de choses. C'est un système assez imposant. Lorsqu'il devient soudain nécessaire de livrer une cargaison, par exemple dans la taïga ou quelque part en mer, il n'est pas possible d'y amener ce mât d'amarrage. Il est assez compliqué de déployer ces systèmes à la volée après l'arrivée du dirigeable, c'est pourquoi, en général, pour un stationnement de longue durée d'un dirigeable de type hybride, il faudra tout de même prévoir certains systèmes d'amarrage. Mais il pourra arriver au point souhaité, tout comme un drone, il pourra y déposer la cargaison et repartir. De plus, il ne nécessitera aucune interaction avec qui que ce soit, à part le fait qu'il faudra décharger la cargaison. Cela, il pourra le faire de manière autonome. Donc, l'un des avantages de l'appareil hybride, c'est l'absence de lest, comme dans la version classique. En effet, avec la version classique, si la cargaison est déchargée, l'appareil devient soudainement trop léger et commence à s'envoler. Il faut donc le rééquilibrer avec quelque chose. Oui, on ne peut pas le décharger, sinon il s'envolera tout simplement. Ce problème n'existe pas avec les appareils hybrides. Ce problème n'existe pas, mais bien sûr, cela se paie par une certaine complexité supplémentaire de l'appareil. Mais cela apporte aussi un autre avantage. Puisque la cargaison, qui représente un poids assez conséquent dans de nombreux appareils, cela représente 30 à 40% de la masse, est équilibrée par les forces aérodynamiques, le volume de l'enveloppe d'un tel dirigeable, à masse égale, est donc environ 2 fois moins important. Et les dimensions physiques, en conséquence directe de ce phénomène, ne sont pas simplement 2 fois moindres, mais elles deviennent proportionnelles au cube de la valeur initiale. L'essentiel à retenir ici, c'est que cette réduction massive du volume global, et par extension de la surface totale exposée au flux d'air permanent, permet finalement à ces dirigeables d'être beaucoup plus compacts. Ils parviennent ainsi à être un peu plus compacts et maniables dans l'espace. De plus, cela leur permet d'atteindre une vitesse plus élevée lorsqu'ils sont équipés d'un groupe motopropulseur suffisamment puissant qui, en conséquence, permet de soulever la charge, puis d'accélérer, en vol horizontal, de générer ces forces de manière aérodynamique. Parallèlement, il existe des concepts de tels dirigeables qui soulèvent leur charge en prenant de l'élan, c'est-à-dire comme un avion. Mais cette contrainte technique particulière nous oblige inévitablement à concevoir une coque beaucoup plus aplatie, et sa surface mouillée totale devient alors tout à fait comparable à celle d'un dirigeable de forme classique, lorsque l'on considère le transport de cette même charge utile. Et, en réalité, lors d'un vol effectué à grande vitesse,
Cette force de portance aérodynamique finit par devenir totalement superflue et inutile. Autrement dit, dans le concept que je développe, dirigeable est optimisé pour une certaine vitesse de croisière en fonction de ses caractéristiques de portance, et à basse vitesse, il fonctionne comme un convertiplane, c'est-à-dire que sa charge est soulevée par des hélices ou comme un quadricoptère. Par voie de conséquence directe, afin qu'il puisse demeurer parfaitement stable dans de telles conditions, il est impératif de privilégier une conception technique s'appuyant sur plusieurs moteurs, avec un minimum de 4 unités de propulsion, voire davantage, pour garantir qu'il soit suffisamment manœuvrable et facile à contrôler lors du pilotage. Et du fait que ces tout nouveaux concepts innovants de dirigeables que j'ai personnellement développés, et dont j'ai longuement parlé, ont réellement suscité un très vif intérêt ainsi qu'une grande curiosité auprès de la société Aeronova, c'est précisément la raison pour laquelle je travaille aujourd'hui ici au sein de cette structure. En réalité, si l'on y regarde de plus près, c'est une entreprise tout à fait nouvelle, une structure particulièrement innovante et passionnante à mon humble avis. Elle s'efforce quotidiennement de soutenir avec ferveur tout ce qu'il y a de meilleur chez les ingénieurs concepteurs les plus talentueux, afin de les aider concrètement à développer des dirigeables de type classique, tout en s'attachant à développer également, en parallèle, toute la filière technologique des dirigeables hybrides de demain. Et dites-nous, depuis combien de temps travaillez-vous précisément sur ce concept, sur cette forme de dirigeable ? Est-ce un projet que vous avez depuis de nombreuses années ou est-ce quelque chose de plus récent ? En principe, j'ai commencé à réfléchir à ces dirigeables, je pense, dès les années 2000, j'ai commencé à les configurer à ce moment-là. J'ai dit que mes modèles ont commencé à voler vers la fin des années 2000, c'est-à-dire autour de 2010. Bien sûr, ils montraient une dynamique de vol stationnaire différente. Puisque dirigeable soulève la moitié de sa masse grâce aux hélices, il se comporte donc différemment. Si on coupe ses moteurs, ils commencent à descendre assez rapidement. Mais ce n'est tout de même pas une chute comme pour les hélicoptères qui entraînent leur destruction. Et en vol à vitesse, il peut planer. Ces engins volants, ces dirigeables, ont la particularité de planer dans les airs. Et l'un de leurs avantages majeurs, c'est qu'en cas de défaillance technique ou de perte totale de contrôle, ils ne s'envolent pas de manière imprévisible. Au contraire, ils planent doucement vers le bas de façon tout à fait assurée et suivant une pente assez raide. Alors que les autres types de dirigeables, s'ils se trouvent pratiquement en état d'équilibre, peuvent être très facilement emportés par les courants du vent. Mais le plus souvent, eux aussi descendent, car la plupart des dirigeables exploités à l'époque où je travaillais sur les dirigeables de conception classique étaient, bien sûr, eux aussi surchargés d'environ 10% de leur propre poids. C'était pour éviter qu'ils ne s'envolent. De plus, un facteur important qui détermine les caractéristiques des dirigeables est la quantité de carburant qu'ils peuvent embarquer. Et le carburant, les dirigeables que nous développions le prenaient à l'aide des hélices. Ils étaient conçus pour une légère surcharge, donc ils ne prenaient pas une très grande quantité de carburant. En conséquence, un dirigeable de type hybride peut modifier la proportion entre la masse de la cargaison et celle du carburant dans un sens ou dans l'autre. Ainsi, par exemple, si nous prenons une cargaison 2 fois moins lourde, alors nous pourrons embarquer beaucoup de carburant et son autonomie de vol sera donc plus grande. Oui, c'est tout à fait exact. On l'a également bien compris partout dans le monde, et c'est ainsi qu'un tel type de dirigeables ultra perfectionnés a été développé. Il était initialement destiné à des missions de surveillance de longue durée, ayant été conçu par la célèbre société américaine Northrop Grumman spécifiquement pour répondre à des besoins militaires complexes. Son nom officiel est le LEM. Par la suite, ce dirigeable, pour diverses raisons et suite à l'évolution de la situation mondiale, a été transformé en un dirigeable de type touristique destiné aux promenades, mais il reste tout de même hybride, avec des éléments d'hybridité. C'est-à-dire qu'il transporte des gens ? Oui, c'est effectivement le projet nommé Airlandais. Il s'agit en réalité de l'un des plus imposants et vastes dirigeables construits actuellement dans le monde. Pour toute une série de raisons techniques et structurelles assez complexes, il possédait à l'origine une puissance motrice beaucoup trop faible et limitée, car il n'était initialement pas du tout destiné à cet usage spécifique, ce qui ne permettait absolument pas de l'exploiter de manière optimale ou efficace. C'est pourquoi je vais maintenant me concentrer sur le démonstrateur,
qui sera présenté sur un modèle déjà assez grand, d'environ 18 mètres de long. Nous avons fabriqué un tel appareil chez Aeronova. Ce nom, nous l'avons inventé ici dans notre entreprise, Aerolet. Aerolet. Pourquoi ce nom nous est-il venu à l'esprit? Autrement dit, il s'agit, en gros, de dirigeable. Ce nom, Aerolet, reflète le fait que ce dirigeable a une densité à peu près égale à celle de l'air, sans tenir compte de la charge utile. Mais lorsqu'il embarque une charge utile, sa densité moyenne devient légèrement supérieure à celle de l'air. Autrement dit, il porte toute la charge en surcharge. Et en même temps, tous les dirigeables hybrides ne peuvent pas se le permettre. Certains envisagent des schémas intermédiaires où il faut tout de même les lester partiellement. Ce n'est pas pratique. C'est pourquoi Dirigeable est équipé d'un groupe motopropulseur suffisamment puissant et de systèmes adaptés. Et en soi, il est équilibré, sa structure est équilibrée de façon aérostatique. Quant à la charge, il la transporte grâce à la poussée des hélices et à l'aérodynamisme de la coque. Bien sûr, il utilise également les empennages pour transporter la charge, c'est-à-dire des surfaces en forme d'aile. Mais il exploite surtout ce grand corps de dirigeable pour générer la portance, qui constitue l'élément principal. En même temps, bien sûr, il est aussi prévu de créer un moment aérodynamique et le principal moment de contrôle sur les pylônes des hélices et sur l'empennage. En ce qui concerne précisément les caractéristiques de Aerolet. Comme vous l'avez dit, il fait 180 mètres cubes et concernant sa capacité d'emport, est-il déjà capable aujourd'hui de soulever une certaine charge? Oui, absolument. Il est équipé de 4 moteurs assez puissants. Leur poussée totale est d'environ 180 kg. C'est la poussée totale des 4 moteurs. Il est possible que nous augmentions leur nombre, nous pourrions même accroître leur puissance. Tout cela lui permet actuellement de soulever son propre poids ainsi qu'une charge totale de 60 kg. Grâce à la portance aérostatique, la charge soulevée atteint environ 170 kg. Cela représente environ 35 à 40% de surcharge par rapport au dirigeable. Selon notre terminologie, et c'est d'ailleurs généralement admis, la surcharge est un concept qui désigne le rapport entre le poids excédentaire soulevé par l'appareil grâce à la portance aérostatique et le poids qui est équilibré de façon aérostatique. Autrement dit, qu'est-ce que nous soulevons avec les hélices et qu'est-ce que soulève l'aérostatique? Le rapport entre ces deux valeurs, c'est ce qu'on appelle la surcharge. Chez nous, comme je l'ai dit, cela atteint environ 35%, c'est dans les vols d'essai que nous effectuons, on peut dire, avec une surcharge minimale. En même temps, nous avons une réserve de poussée d'environ 3. À peu près 3. Une réserve de poussée. Cela signifie que nous pouvons soulever 3 fois plus. C'est-à-dire, c'est le maximum. Mais nous avons besoin de réserves pour le contrôle, pour les moteurs électriques, donc nous pouvons affirmer avec certitude que nous pourrons soulever 100 à 120 kg avec les hélices sur ce dirigeable. Verticalement. Oui, verticalement, puis accélérer et voler avec cette charge. D'ailleurs, en principe, sa consommation en vol horizontal devrait, selon les calculs, être comparable à celle d'un dirigeable classique équilibré, dont l'enveloppe, par conséquent, est plus grande et crée plus de résistance. Mais toutes ces questions doivent être précisément confirmées par nous. C'est-à-dire qu'en plus des calculs mathématiques qui ont déjà été réalisés, dans un environnement, c'est-à-dire une modélisation mathématique de l'appareil, nous devons voir ce qui se passe en réalité. Et sur la base de cette expérience, nous allons affiner notre compréhension de la consommation en vol horizontal de la vitesse. Étant donné qu'il possède tout de même 4 moteurs, sa vitesse devrait également être assez bonne. Donc supérieure à celle des dirigeables classiques de type ordinaire. C'est justement à ces expériences que nous nous consacrons en ce moment. Nos spectateurs ont sûrement déjà vu que les premiers essais ont eu lieu. Peut-on déjà tirer un premier bilan intermédiaire, dire ce que nous avons testé jusqu'à présent, comment il s'est comporté et ce que nous prévoyons encore de mettre au point à l'avenir? Bien sûr. Des calculs préliminaires de sa maniabilité ont été effectués, ils ont été réalisés tout récemment, à l'automne, en vol horizontal. Nous allons continuer à les confirmer par la suite. Il s'agit de questions de maniabilité en vol horizontal. Actuellement,
nous nous sommes concentrés sur le perfectionnement du vol à basse vitesse, sur la maniabilité à basse vitesse. Et certains doutes se sont dissipés. Nous avons constaté que l'appareil possède une portance suffisante, c'est-à-dire qu'il peut facilement s'élever. Il peut être contrôlé aussi bien en lacet qu'en tangage, et dans une certaine mesure en roulis, bien sûr, il est également contrôlé par ses 4 hélices. Et ainsi, désormais, nous allons continuer à avancer progressivement en perfectionnant les modes de vol stationnaire, puis en passant à l'entraînement du vol horizontal. Par la suite, nous passerons à des vols avec une charge plus lourde, c'est-à-dire que nous allons l'alourdir. Nous volerons avec un poids plus important. Mais d'abord, nous devons nous assurer qu'il se contrôle bien et qu'il passe en vol horizontal, qu'il génère la force aérodynamique nécessaire, même avec cette surcharge de 60 kg. Ce qui est quand même beaucoup pour un tel dirigeable. Je ne me souviens pas de dirigeable classique de ce type. Personne n'a essayé. Les dirigeables hybrides avec des ailes ou avec des sortes de disques, on en a fabriqué. Mais ils volaient souvent très mal, car la plupart du temps, les ingénieurs concevaient une enveloppe excessivement plate en forme d'aile, et c'est ce genre d'appareil qui était réalisé. À vrai dire, nous commençons tout juste à nous intéresser à cette technologie. On peut dire que nous nous y consacrons maintenant de manière pratique. C'est-à-dire, pas des projets, mais un appareil réel. Et cet appareil réel peut déjà être très utile, car il peut transporter une cargaison, il peut la décharger. Même avec un tel volume? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est un drone cargo, il se situe dans cette niche des drones de transport, mais il est au moins à moitié équilibré de façon aérostatique. C'est-à-dire que la masse de ses batteries, qui contiennent l'énergie, et la masse du moteur sont équilibrées aérostatiquement. Et, en conséquence, il pourra transporter une charge plus longtemps que les drones actuels, qui volent généralement pendant 1 heure maximum, certains de 20 minutes, d'autres d'une demi-heure. Je parle des drones de transport capables de soulever environ 100 kg, par exemple. Mais cet appareil doit pouvoir transporter cette charge pendant des heures. Nous n'allons pas annoncer de chiffres précis pour l'instant. Nous confirmerons ces caractéristiques au cours des essais, nous comprendrons la maniabilité et établirons les lois de pilotage. Actuellement, notre spécialiste, que vous connaissez bien, Dmitri, a déjà intégré les calculs mathématiques dans l'ordinateur, ce qui permet de le stabiliser et de bien le piloter. Et, en fait, nous considérons maintenant que nous avons confirmé certains de ces points, nous en parlons et nous préciserons déjà ses futures caractéristiques de vol. Mais je peux déjà dire à l'avance que nous allons augmenter la charge utile. Globalement, nous espérons que ces appareils pourront transporter jusqu'à 100 kg dans la configuration que nous avons actuellement. Je comprends bien que nous n'avons pas encore réalisé beaucoup d'essais, mais y a-t-il déjà des pistes sur la façon d'améliorer les futurs modèles ou le modèle actuel? Peut-être que certaines idées vous sont déjà venues après l'avoir vu en vrai, après le premier vol, et que vous avez déjà des idées pour de futures améliorations? Bien sûr, parce que les calculs que nous avons effectués, nous les avons faits à la fois pour la résistance et pour l'aérodynamique. Les calculs, c'est une chose, mais ce que nous obtenons en pratique, en le touchant, nous pouvons sentir à quel point sa structure est rigide, et il y a des endroits où il a fallu l'améliorer immédiatement, ajouter quelque chose. Bien sûr, nous allons améliorer ses qualités opérationnelles afin qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. Et je ne doute pas que nous y parviendrons. Je tiens simplement à rappeler à nos spectateurs qu'il s'agit d'un modèle expérimental. Si la forme classique du dirigeable a déjà été largement étudiée, testée et a beaucoup volé par le passé, ce modèle-ci est expérimental, beaucoup de choses sont faites pour la première fois, certaines solutions sont utilisées pour la première fois, c'est pourquoi il faut faire preuve de prudence. Il ne faut pas se précipiter pour les essais en vol, et d'autre part, il faut parfois apporter des améliorations directement sur place. Bien sûr. Et comme l'appareil est plus complexe, il nécessite davantage de travail. Il a fallu régler le système de contrôle, le système de stabilisation. Par conséquent, la puissance du moteur, ses systèmes électriques, sont supérieurs à ceux d'un dirigeable classique. Mais bien sûr, nous allons aussi optimiser tout cela
améliorer, réduire la masse de ces systèmes et de la structure, et bien sûr, chercher peut-être d'autres solutions à l'avenir. Peut-être qu'elles seront même encore plus innovantes à certains égards. C'est-à-dire que, pour la conception de cet appareil tout à fait innovant, j'ai vraiment essayé de franchir une étape majeure et de faire un très grand pas en avant. Mais dès l'arrivée des prochains modèles, en ce qui concerne les développements futurs, nous irons sûrement encore beaucoup plus loin dans l'innovation et la performance. Personnellement, après les premiers essais, j'ai été très impressionné. Dirigeable s'est d'abord très bien comporté au décollage. Il est un peu plus lourd et je pensais qu'il serait moins maniable, moins mobile que la Nova 01. Mais en pratique, je suis convaincu qu'il se débrouille plutôt bien. Nous n'avons pas encore volé à l'horizontale, mais je suis plus que certain qu'il sera très vif, car même sur les hélices verticales, lors du décollage vertical, il se sentait vraiment assez à l'aise et mobile. C'est pourquoi j'attends déjà avec impatience que nous passions aux vols horizontaux. Oui, moi aussi j'ai envie d'aller de l'avant. Bien sûr, nous le voulons tous. Mais il faut régler progressivement toutes ces questions. Nous avons encore beaucoup de défauts de conception à corriger, des choses à finaliser, et alors seulement nous pourrons voler plus vite. Oui, en effet, nous avons constaté que, grâce au fait que ce n'est pas un appareil en forme de soucoupe, mais un appareil avec une enveloppe cylindrique, il possède une stabilité aérostatique pratiquement équivalente à celle des modèles classiques. Oui, la même que celle du Nova 01. Et il se comporte de manière stable. C'est ce qu'a souligné Gennady, ce que notre pilote a ressenti. Il est assez stable, mais en même temps, grâce au fait qu'il possède plus de moteurs, il est possible de le contrôler. Et j'espère qu'il sera possible d'augmenter sa vitesse de vol. En fait, nous avons pratiquement volé en stationnaire, mais malgré tout, il s'agissait de vol avec une certaine vitesse. Ce dirigeable doit déjà acquérir la portance nécessaire à des vitesses relativement faibles. C'est-à-dire que cela représente 10, au maximum 15 mètres par seconde. Nous avons volé à une vitesse d'environ 5 mètres, donc on peut dire que nous avons déjà parcouru la moitié du chemin. Lorsque nous l'accélérons davantage, nous inclinerons encore plus les moteurs vers l'avant. Et l'appareil atteindra la vitesse nécessaire. D'ailleurs, j'ai vu une question dans le chat, certains partenaires l'ont posée, et c'est aussi intéressant. Est-il prévu de construire prochainement des appareils hybrides similaires mais de plus grande taille? Et j'ai aussi une question personnelle. La forme des dirigeables restera-t-elle la même ou va-t-elle évoluer? Ou bien, selon la mission spécifique, la forme peut-elle changer? Ou alors s'agit-il déjà d'un concept établi qui sera utilisé à l'avenir? Eh bien sûr, nous devons d'abord comprendre dans quelle mesure les résultats de nos vols et essais correspondront à nos calculs. D'après les calculs qui ont été effectués, cette forme est tout à fait suffisante pour des vols à grande vitesse, autour de 100 km/h et plus, afin que les dirigeables puissent porter une masse équilibrée, c'est-à-dire atteindre une portance d'environ 100%. Mais, très probablement, ces appareils de type cargo, de plus grande taille, auront une surcharge quelque part autour de 50, 70, 80. Nous pourrons déterminer cette limite maintenant lorsque nous comprendrons à quel point dirigeable est maniable, à quel point il se comporte bien et dans quelle mesure il est pertinent d'avoir une telle surcharge. Si l'on regarde l'ensemble du projet de manière globale, bien entendu, il s'agit avant tout d'un véritable démonstrateur technologique de pointe pour la création de ces très grands dirigeables, qui auront la capacité phénoménale de transporter à l'avenir non plus seulement 60 petits kilos, mais bel et bien des dizaines de tonnes de matériel. Ou, du moins, une charge utile de plusieurs tonnes très conséquentes. Ces dirigeables seront tout de même un peu plus petits en taille. Notre dirigeable, qui a été construit par notre équipe au 30, où le concepteur principal du dirigeable était Vadim Vassilievitch. Ce dirigeable pèse environ 1 tonne. Il soulève une charge, il y a du ballast, un système, à peu près avec les mêmes dimensions, mais avec des moteurs plus puissants et plus lourds. Ainsi, avec une masse au décollage d'environ 8 tonnes. Mais avec les mêmes dimensions, le dirigeable hybride pourra transporter environ 3 tonnes.
C'est-à-dire que la capacité de charge sera environ 3 à 4 fois supérieure pour des dimensions identiques. J'espère que nous pourrons y parvenir, mais ce sont des étapes qui nécessitent déjà des investissements importants. Il faut d'abord comprendre ce que nous pouvons obtenir avec un petit dirigeable. De manière tout à fait globale, nous ne serons en mesure d'évaluer véritablement l'efficacité ainsi que la qualité, qu'en nous appuyant exclusivement sur des dirigeables de dimensions particulièrement imposantes. Au minimum, il s'agit de dirigeables d'une taille comprise entre 50 et 100 mètres, voire plus grands. Avec ce type de dirigeable, nous pourrons déjà transporter de lourdes charges et atteindre des vitesses plus élevées. Bien entendu, il s'agit là de projets sérieux, nécessitant d'importants investissements financiers, des efforts considérables, beaucoup de matériaux et une motorisation plus puissante. Par conséquent, l'appareil est plus complexe, plus coûteux, mais il doit aussi offrir de meilleures fonctionnalités. La forme de l'enveloppe reste-t-elle la même dans ce cas? La forme de l'enveloppe est porteuse. Oui, sa géométrie sera très probablement améliorée. Autrement dit, si nous constatons que nous n'avons pas atteint l'aérodynamisme souhaité, nous procéderons à des améliorations. Si nous le comprenons à l'issue des essais. Oui, bien entendu, c'est tout à fait exact. À bien des égards, je suis même intimement convaincu qu'aujourd'hui, le projet Aerolet possède une apparence esthétique bien plus aboutie et moderne que les dirigeables classiques comme, par exemple, le célèbre Airlandais. En réalité, son design innovant surpasse largement ce que nous connaissions jusqu'à présent dans ce domaine. Si l'on regarde Airlandais de l'arrière, cela fait sourire, beaucoup y voient certaines associations, etc. Il est difficile de parler de l'aérodynamisme d'une telle forme. Néanmoins, Airlandais, puisqu'il s'agit d'un grand dirigeable, devrait avoir de bonnes caractéristiques aérodynamiques. Dans notre cas, nous allons chercher à créer précisément des dirigeables avec un grand allongement, une faible traînée, c'est-à-dire des dirigeables de haute qualité aérodynamique. J'aimerais éviter de détériorer cette qualité aérodynamique avec de grandes parties saillantes, donc nous allons essayer de le rendre suffisamment profilé. Contrairement à de nombreux autres projets, notamment les dirigeables hybrides, où ces questions sont, disons, négligées pour économiser sur ce point. À votre avis, à quelles difficultés devrons-nous faire face précisément avec les formes hybrides de dirigeables? Ou peut-être y en a-t-il déjà auxquelles nous avons été confrontés, qui n'existent pas, disons, sur les modèles classiques, mais qui sont propres aux hybrides? Y a-t-il tout de même des talons d'Achille particuliers? Dirigeables qui doivent soulever toute la charge à l'aide d'hélices, naturellement, sont équipés de groupes motopropulseurs plus puissants. Tout cela nécessite une conception plus complexe. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qui se faisait auparavant, où l'on essayait simplement de prendre des hélicoptères, de fabriquer un cadre à partir de 4 hélicoptères, puis Ah, j'ai même vu quelque chose comme ça. Donc, sur les dirigeables, on installait carrément des cadres faits d'hélicoptères, c'est ça? oui, il y avait un dirigeable de la société Piasecki, ils avaient construit un dirigeable Vertosta comme ça. Et en plus, il y avait un pilote dans chacun. C'était une tentative unique et elle était peu réfléchie. En Union soviétique, il y a eu de nombreux projets de Vertosta. Je connais même certaines personnes qui ont mené des travaux scientifiques sur ce sujet. Dans ce cas de figure extrêmement précis et particulier, tout d'abord, nous utilisons systématiquement des systèmes technologiques modernes équipés de plusieurs rotors indépendants, des solutions déjà parfaitement prêtes et largement éprouvées par l'expérience, ainsi que des agrégats de haute performance, qui ne présentent absolument pas les vulnérabilités mécaniques ou les défauts de conception complexes que pourraient avoir, par comparaison, les systèmes d'hélicoptères traditionnels. Parce que je connais particulièrement bien et en profondeur toutes les caractéristiques tout à fait exceptionnelles et remarquables de l'hélicoptère en tant qu'aéronef, car j'ai longtemps étudié et en partie travaillé dans ce domaine très spécifique. Mais il est important de noter qu'il y a aussi des inconvénients non négligeables. Les vibrations constantes et, en général, le poids total assez important de toute la transmission, et bien d'autres aspects techniques complexes encore. Tout cela, nous le laissons désormais derrière nous
car il existe des systèmes électriques, des entraînements électriques pour les rotors. Voilà ces agrégats. Nous les utilisons et c'est exactement ce que nous comptons faire aussi sur les grands appareils. Là, bien sûr, nous utiliserons non seulement des batteries, mais aussi des systèmes de propulsion hybride. D'ailleurs, il me semble que, probablement, la fabrication des coques est plus difficile. Si la méthode classique est déjà bien maîtrisée, comment ça se passe pour la fabrication? Ou bien il n'y a pas vraiment de difficulté à ce niveau-là? Enfin, ou alors il y a des subtilités. Oui, bien sûr, la forme de la coque est plus complexe. Elle a une forme porteuse, une queue aplatie. Mais cela ne pose aucun problème, nous avons réussi à obtenir une coque pratiquement lisse, sans aucune bosse ni effet matelassé. Si l'on considère la situation sous un certain angle assez spécifique, on peut tout à fait estimer qu'il n'y a absolument aucun inconvénient majeur. À constater la présence de plusieurs légères déformations ou de petites bosses superficielles sur la surface de la coque. Mais dans l'ensemble, bien sûr, ces qualités structurelles représentent quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il a fallu inventer, que nous avons créé. Nous l'avons conçu et bien sûr, nous allons continuer à l'améliorer. Sur des appareils plus grands, nous utiliserons évidemment des matériaux plus résistants. Actuellement, sur ce petit dirigeable, nous ne pouvons tout simplement pas utiliser un matériau d'enveloppe plus épais et plus résistant. Et, en conséquence, nous pourrons bien sûr assurer une pression plus élevée dans l'enveloppe. Cela permettra au dirigeable, comme on dit, de mieux transporter tout ce qu'il doit transporter. Mais même maintenant, d'ailleurs, cela a été suffisamment confirmé par les vols. L'exploitation au sol montre que l'enveloppe supporte bien les charges qui y sont réparties. J'ai essayé, dans cette conception, de répartir les charges uniformément sur l'enveloppe sans les concentrer au centre du dirigeable, mais plutôt de les disperser. La validité de telle ou telle solution sera précisée au fur et à mesure. Dans l'ensemble, bien sûr, nous allons développer ce concept tel qu'il est, l'améliorer, le préciser, déterminer si nous avons vraiment besoin de stabilisateurs aussi grands ou s'il faut les réduire ou au contraire les agrandir, tout cela deviendra clair à la suite des essais. Dmitri Sergueïevitch, nous utilisons souvent le terme d'appareil hybride et vous avez déjà partiellement abordé ce que signifie l'hybridité de cet appareil. Peut-être pourriez-vous l'expliquer en termes simples pour un spectateur non initié? Que signifie l'hybridité d'un dirigeable de cette forme? Ce que nous voulons exprimer par cette explication précise, c'est que le concept des dirigeables n'est pas entièrement équilibré de façon purement aérostatique. En réalité, l'appareil doit impérativement soulever une partie non négligeable de son propre poids total à l'aide de ses hélices de propulsion, en utilisant activement les principes de l'aérodynamique, que ce soit l'aérodynamique complexe de la coque principale, celle des ailes latérales, ou encore celle des empennages arrière, et ainsi de suite. En général, nous savons que si le dirigeable est rempli d'air, alors, en fait, ce n'est déjà plus un dirigeable, n'est-ce pas? Comme on dit, il existe des aéronefs classiques qui se soulèvent sans utiliser d'hélium. Un dirigeable hybride doit utiliser de l'hélium, en même temps, faire en sorte que les dirigeables volent plus vite, volent mieux. C'est ainsi que je vois l'objectif de ces différents projets de dirigeables. En fait, je n'aime pas trop le mot hybride. Aujourd'hui, le mot hybride est le plus souvent utilisé quand un moteur à combustion interne et des moteurs électriques fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi appeler un dirigeable classique hybride si on y utilise des méthodes combinées pour le faire avancer. Non, on ne peut pas l'appeler hybride. On peut dire qu'il possède une propulsion hybride. Ce serait plus juste. Oui, ce serait correct. Bon, pour dire les choses très simplement, ces appareils à la forme inhabituelle bénéficient à la fois des avantages d'un dirigeable classique grâce à sa portance aérostatique et des avantages d'un avion grâce à leur forme profilée, qui leur permet aussi de porter une partie du poids de la charge grâce à l'aérodynamique de leur forme. Oui, en fait, il ne s'agit pas uniquement de la simple forme profilée, mais bien plus précisément de la forme porteuse globale. C'est la forme porteuse de l'enveloppe principale ainsi que des empennages qui y sont associés, incluant les ailes ou tout autre type d'éléments aérodynamiques spécifiquement conçus pour cet usage. C'est grâce à cela qu'il pourra tout à fait devenir
Je pense que dirigeable pourra occuper une position intermédiaire, un moyen de transport plus sûr, plus économique que, par exemple, les hélicoptères. Comparable aux avions en termes de capacité, mais avec un décollage et un atterrissage verticaux, ce qui est très pratique et plus simple à piloter. Et en même temps, il pourra améliorer ses caractéristiques aérodynamiques. Voilà la question, et il faut la confirmer. Ce n'est que lorsque de tels dirigeables seront réellement créés et qu'ils voleront que nous pourrons évaluer à quel point tout cela est formidable. Pour l'instant, il n'y a que des doutes. Est-ce que cela verra vraiment le jour? Est-ce que ça fonctionnera bien? Est-ce que ce sera aussi sûr? Et ainsi de suite. Et bien sûr, il y aura beaucoup de ces doutes. Mais quand il apparaîtra, je suis sûr que nous comprendrons que nous avons trouvé ce qui nous manquait. Nous sommes convaincus que, dans des conditions météorologiques comparables à celles dans lesquelles volent actuellement les avions légers et autres types d'aviation, nous pourrons l'exploiter. C'est la première chose. Deuxièmement, nous pourrons trouver des usages que, en raison de la nécessité d'une infrastructure d'amarrage, etc., dirigeable a perdu à une certaine époque. En fait, nous nous dirigeons vers une situation où ces appareils auront, à l'avenir, si de tels dirigeables sont réalisés, une autonomie et une capacité de charge comparable à celle des hélicoptères, voire des avions. Ils pourront atterrir verticalement sur pratiquement n'importe quelle zone peu préparée, décharger leur cargaison et repartir. C'est une perspective vraiment sérieuse en réalité. Personne ne l'a encore sérieusement envisagée. Et selon vous, où de tels appareils, de cette forme, pourraient-ils être le plus demandés et utilisés, disons, en priorité? Je pense qu'il s'agit avant tout du transport de marchandises. En outre, bien sûr, il pourrait aussi s'agir de vols avec des passagers. Une fois que cette technologie volera correctement, nous pourrons. Avec des personnes à bord, ils voleront de toute façon, c'est certain, mais la question de faire de ces appareils des dirigeables de transport de passagers est évidemment plus complexe. Parce que cela nécessite une certification, etc. Mais l'expérience du développement de l'aviation montre que le désir de l'homme de voler est très difficile à arrêter, et lorsque les gens comprennent qu'il est possible de voler avec cet engin et de le faire plutôt bien et en toute sécurité, alors il est fort probable que tout cela sera demandé par les gens, y compris par un petit nombre de personnes. C'est-à-dire que cela pourrait être des appareils pour 10 personnes, pour 5 ou 6, voire même pour un nombre encore plus réduit, et même cet appareil pourrait transporter une seule personne. Nous avons déjà des esquisses, disons, d'un appareil préliminaire qui serait conçu pour un seul pilote à bord. Bien sûr, étant donné qu'il se trouve actuellement à côté des hélicoptères dans le même hangar, l'hélicoptère, compte tenu de la taille de son rotor principal, est en fait comparable à lui. En termes de volume, il est bien sûr plus petit, mais ses dimensions linéaires restent assez importantes. Et un tel dirigeable pour plusieurs personnes, qui pourra être installé dans n'importe quel hangar d'aviation. C'est probablement un cadeau pour beaucoup de gens. D'autant plus qu'il devrait évidemment coûter moins cher qu'un hélicoptère, en tout cas. Il est possible que son prix soit comparable à celui des avions, car il existe aussi différentes catégories de prix pour les avions. Il y a des appareils faits maison, des appareils amateurs, et il y a de bons appareils, de bons avions. Actuellement, le concept de taxi aérien se développe dans le monde. Il y a un véritable boom des multicoptères à hélice, qu'ils soient de transport de marchandises, de passagers, mixtes ou encore des convertis planes. En comparaison directe avec ces modèles, il est évident que les Aerolt, qui sont tout à fait comparables en termes de charge utile transportée, se révéleront tout de même nettement plus sûrs et fiables, et ils pourront ainsi maintenir leur vol sur des durées bien plus importantes. Et bien entendu, tous ces appareils innovants peuvent également bénéficier d'une plus grande autonomie de vol globale, surtout si un tel appareil emporte une quantité importante de carburant en configuration de surcharge maximale. Une autre question est celle de l'efficacité économique de son vol, qui doit être confirmée, mais elle sera comparable à l'efficacité et à la consommation de carburant d'un dirigeable classique à une vitesse supérieure à 100 km/h, selon les estimations.
Autrement dit, si nous partons du principe que les dirigeables classiques voleront à une vitesse de 100 km/h, alors les dirigeables hybrides, à cette même vitesse, consommeront déjà, pour ainsi dire, une quantité de carburant comparable. Pour l'instant, avant de mener des essais en vol et de construire un véritable exemplaire, nous n'allons pas nous vanter ni affirmer que nous atteindrons tel ou tel niveau de performance. En réalité, une fois que nous les aurons réalisés, nous pourrons alors dire que ce dirigeable, par exemple, possède telle caractéristique. Dmitri Sergueïevitch, et si l'on aborde un peu la question sous un angle philosophique, où voyez-vous personnellement l'avenir des dirigeables dans les 5 à 10 prochaines années? Comment l'imaginez-vous ou comment aimeriez-vous le voir, selon votre point de vue? Il me semble que 5 à 10 ans, c'est une perspective à court terme. Il faut regarder plus loin. Aujourd'hui, les projets aéronautiques en général évoluent. La construction d'avions prend parfois plusieurs décennies. Cela arrive. Mais c'est l'aviation, on n'y peut rien, bien sûr, nous essaierons de construire tout cela plus rapidement. Nous avons déjà eu une expérience, nous avons construit le dirigeable O-30 en moins de 3 ans. Et maintenant aussi, je pense que si nous nous lançons vraiment dans la création de dirigeables, c'est-à-dire si ces projets de dirigeables classiques sont investis et financés, je parle de dirigeables équilibrés, de dirigeables utilisant les possibilités aérodynamiques des technologies aéronautiques. Alors, dans un avenir proche, nous verrons très certainement la possibilité concrète de transporter diverses marchandises par la voie des airs. Ces nouveaux dirigeables innovants pourront probablement commencer à concurrencer, d'une certaine manière, les modes de transport actuels. Autrement dit, ils pourront tout à fait trouver leur place légitime dans le monde complexe du transport aérien international. De plus, il est important de noter qu'ils pourront être utilisés aussi bien comme des dirigeables classiques traditionnels que comme des dirigeables hybrides sophistiqués pour effectuer certaines missions spécifiques de surveillance et de reconnaissance. Des missions touristiques. Il y a énormément de tâches que l'aviation accomplit. Les hélicoptères sont aussi souvent utilisés pour survoler et contrôler des territoires. Je pense que les dirigeables pourront prendre en charge ces missions-là. Et bien sûr, ces immenses et absolument considérables distances qui nous séparent aujourd'hui permettront, à mon humble avis, qu'avec le passage du temps, les gens, grâce à l'usage des dirigeables, et peut-être même grâce à d'autres nouveaux moyens aériens innovants, puissent véritablement sortir des mégapoles étouffantes, pour s'ouvrir enfin et découvrir les vastes richesses du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous nous concentrons de plus en plus dans les mégapoles. Oui, cela offre certains avantages, mais nous perdons ainsi le monde. Or, les dirigeables et d'autres moyens de transport, et peut-être même avant tout les dirigeables, pourraient permettre aux gens de voyager, de vivre autrement. Grâce à cette accessibilité des transports. Cela concerne tout particulièrement, bien sûr, la Russie, qui possède des étendues tout simplement immenses, sans limite. Ces espaces sont inexplorés, et les explorer, par exemple en dirigeable, c'est aussi très intéressant. Oui, permettez-moi d'élargir la géographie. En réalité, il est agréable de constater qu'il existe actuellement une certaine tendance mondiale dans la construction de dirigeables, car de nombreux pays et grandes entreprises se sont lancés dans ce domaine. Nous voyons qu'en Chine, il apparaît un nombre assez important de différents types de dirigeables, aussi bien de forme classique que dotés de générateurs à bord, qui permettent de produire de l'électricité. Sergey Brin en construit. Il y a une certaine tendance qui montre que le monde a déjà besoin de cette technologie, qu'il cherche à se développer dans ce domaine et que certaines solutions commencent déjà à apparaître sur fond de tous ces événements. De plus, les solutions, technologies et matériaux modernes permettent d'en faire une machine véritablement contemporaine et efficace. Je soutiens entièrement, car c'est tout le monde qui s'ouvre à nous, toute la planète, les océans, où ces dirigeables pourront. Ils ont déjà été utilisés au-dessus des océans autrefois, donc il ne faut pas avoir peur. Mais pour cela, il faut de bons dirigeables. Et ils ouvriront sans aucun doute ce monde de voyage, d'exploration et d'application. En somme, l'humanité a enfin mérité les dirigeables. Je pense que nous approchons d'une époque où l'humanité peut se le permettre. Et enfin ressentir. Nous l'avons nous-mêmes constaté,
En discutant avec beaucoup de gens, que les gens veulent voir le monde depuis un dirigeable, ils veulent utiliser les dirigeables pour le tourisme, par exemple. Il peut s'agir bien sûr de dirigeables classiques équilibrés, mais aussi de modèles hybrides, et sans aucun doute, les aéroyachts trouveront aussi leur utilité. Le transport de marchandises, c'est un besoin vital. Transporter des charges énormes que ni un hélicoptère ni un avion ne peuvent déplacer, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas les contenir, comme par exemple des pales d'éoliennes, des agrégats. Ces demandes ont été constantes tout au long de ma carrière. Il nous faut livrer 100 tonnes là-bas, par exemple. Donnez-nous vite des dirigeables. L'essentiel, c'est que nous comprenions enfin que nous en sommes capables. Je pense que cette époque va arriver. Et si l'on parle maintenant des étapes concrètes que nous traversons actuellement concernant Aérolais, quelles sont nos prochaines étapes, quels sont les plans, à quoi devons-nous, ainsi que les spectateurs, nous attendre dans un avenir proche? Nous venons tout juste de terminer avec succès la toute première étape cruciale du vol préliminaire de nos dirigeables. Maintenant, il nous faut encore travailler de manière approfondie sur l'appareil lui-même et commencer les essais en vol réel. Nous allons augmenter très progressivement la vitesse de croisière, puis le poids total de l'appareil, tout en cherchant constamment à améliorer sa conception structurelle globale. Actuellement, certains éléments techniques sont déjà bien développés et certaines poutres de soutien spécifiques ont été conçues l'année dernière, mais nous souhaitons désormais les remplacer par des versions plus modernes. Il nous manque tout simplement du temps, de l'énergie et des ressources pour tout cela. Mais nous avons déjà tout conçu et calculé. Nous prévoyons d'utiliser des matériaux composites et l'utilisation de propulseurs à hélice annulaire est également envisagée. Pilotage sans équipage. Nous continuons actuellement à entraîner nos algorithmes afin de rendre l'appareil totalement indépendant, pour ainsi dire, du facteur humain. Oui, c'est effectivement Dmitri qui s'occupe de tout ce domaine complexe des systèmes de contrôle. Il y investit énormément de son temps personnel et de son énergie, et cela avec un très grand succès. Et, en fait, tout ce travail permettra de rendre le pilotage extrêmement intuitif, pratique et parfaitement compréhensible pour les futurs utilisateurs. Il s'agit d'un système totalement autonome, ce qui signifie concrètement qu'il s'agira d'un dispositif de contrôle entièrement automatisé. Ce dernier sera intégralement géré par l'ordinateur de bord, que ce soit à distance via une connexion Internet sécurisée, par liaison satellite ou directement sur place, d'une manière ou d'une autre, sans aucune intervention humaine nécessaire. C'est-à-dire que toutes ces questions et subtilités qui apparaissent dans le système de contrôle des dirigeables devront être apprises, il faudra s'y former. Parce que les dirigeables, si l'on considère les choses de manière globale, sont bien sûr beaucoup plus simples et accessibles, dans un certain sens, à piloter qu'un avion de ligne ou un hélicoptère classique, par exemple. Mais il est important de noter qu'il y a tout de même des particularités majeures. Les dirigeables nécessitent généralement une correction constante et minutieuse de la trajectoire tout au long du vol. Ce n'est donc pas une attention aussi soutenue que celle requise pour piloter un hélicoptère en vol stationnaire, mais il y a tout de même des nuances techniques et des subtilités spécifiques, disons-le ainsi pour être tout à fait exact. Il s'agit d'un dirigeable entièrement piloté, et donc, grâce à un système de navigation automatique sophistiqué, nous devrons apprendre à le manœuvrer et à le piloter très correctement. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je suis passé voir nos collègues qui travaillent sur l'application de gestion des dirigeables. Et à l'avenir, ce sera vraiment pratique. Via une tablette, un ordinateur, une application spéciale, on indique les coordonnées, on donne une mission au dirigeable. Ensuite, il sort automatiquement du hangar, décolle, récupère la cargaison, la livre, revient et se gare. Voilà le 21e siècle, une solution moderne qui nous permet de créer des dirigeables efficaces et contemporains. Bien sûr, cet avenir technologique est en train de s'installer durablement chez nous. Et il est d'ores et déjà bien présent dans le domaine vaste des systèmes de navigation autonomes et sans pilote. Grâce à ces avancées majeures, il trouve aujourd'hui de plus en plus d'applications concrètes dans notre quotidien. Et tout cet avenir prometteur avance à grands pas avec le développement des dirigeables. Chers amis, lors des essais intensifs de Aérolais, nous avons en fait véritablement franchi les toutes premières étapes cruciales. Autrement dit, nous avons réussi à le mettre en parfait état de vol pour la suite. C'est pourquoi un grand travail nous attend,
que nous allons accomplir. Espérons que nous mènerons avec succès les essais en vol de high relay. Nous allons affiner les choses. Bien sûr, il s'agit d'un appareil expérimental, il y aura de nombreuses situations complexes, nous allons les résoudre, nous allons faire voler l'appareil. Actuellement, la priorité est d'améliorer sa conception afin de pouvoir augmenter la vitesse en toute confiance, ainsi que son exploitation au sol en tenant compte de certains vents, son amarrage et son entretien dans des conditions telles que la neige, ce qui est également très intéressant. Comment exploiter l'appareil sur un champ enneigé et dans des conditions de couverture neigeuse? Il n'est pas toujours possible de déneiger partout. Nous allons faire de notre mieux. Pour cela, il faut concevoir un train d'atterrissage adapté et l'améliorer. Il y a de nombreuses tâches, de nombreuses questions, et nous allons les résoudre. Nous allons nous battre pour l'efficacité en termes de poids. Les solutions que nous avons déjà élaborées pour améliorer sa conception, nous allons continuer à travailler dessus. En ce moment, ce qui nous préoccupe avant tout, c'est sa maniabilité, les questions liées à son contrôle. Lors du vol stationnaire, lors des phases de transition, lors des phases de vol horizontal, quand il génère de la portance grâce à l'enveloppe, alors que les hélices n'en produisent pratiquement pas. Ce n'est pas une question simple. Nous avons actuellement effectué des essais en soufflerie avec différentes variantes d'empennage, avec différentes variantes d'ailes, qui sont également nécessaires pour le contrôle et pour améliorer la portance ainsi que la maniabilité de l'appareil. Il possède des pylônes pour les hélices et nous réfléchissons actuellement à la manière de les utiliser. Nous avons mené des études aérodynamiques et nous allons également les tester. C'est aussi un certain travail. Ces organes de contrôle doivent être pilotés, ils doivent être fabriqués, ils doivent être installés sur l'appareil. Il doit voler et le pilote doit comprendre ce que lui apporte tel ou tel organe de contrôle. Actuellement, 2 options de modification supplémentaires des organes de contrôle de cet appareil ont été calculées. Mais nous commençons par le faire voler tel qu'il est, c'est-à-dire avec l'empennage horizontal et ses gouvernes, ainsi que l'empennage vertical et ses gouvernes. En plus, il y a 4 hélices orientables. Ensuite, nous pourrons envisager d'autres options en fonction de ce que nous avons actuellement sur cet appareil. Faut-il augmenter le nombre de moteurs, accroître la puissance des moteurs des hélices? Ce sont toutes des questions assez sérieuses qui nécessitent également du travail et des investissements pour ces agrégats et leur installation. Actuellement, un nombre assez important de batteries est installé sur l'appareil. Il est possible que nous abordions ces questions plus tard, une fois que nous aurons validé les régimes transitoires et que nous aurons compris sa maniabilité, que nous aurons confirmé ou infirmé les calculs effectués. Tout cela sera ensuite intégré dans l'ordinateur afin qu'il vole correctement. C'est alors que nous commencerons à examiner dans quelle mesure nous pouvons augmenter la surcharge et quelles en seront les conséquences. Comment sera-t-il piloté? De plus, nous testerons ses caractéristiques de vol et ses performances techniques. Nous parlons ici de paramètres essentiels tels que la durée de vol, l'altitude maximale, ainsi que la portée opérationnelle. Nous devons impérativement analyser et maîtriser l'ensemble de ces données techniques, afin de concevoir et développer les solutions technologiques qui seront intégrées dans l'appareil de série finale, pour lequel, j'espère sincèrement, viendront à nous tous ceux qui éprouveront le besoin de les utiliser. Nous voyons déjà qu'il existe certains besoins pour que ces dirigeables volent et transportent quelque chose. Des personnes nous contactent concernant l'utilisation de diverses fonctions de surveillance à partir de ces dirigeables. Il peut servir de support publicitaire. Mais, avant tout, nous devons franchir toutes ces étapes, surtout élaborer des solutions afin de fabriquer des appareils de grande taille qui seront véritablement de véritables navires. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser d'autres questions si certaines n'ont pas été abordées aujourd'hui, laissez vos commentaires. Et merci à vous, Dmitri Sergueyevitch, pour cette conversation. Je suis sûr que nous continuerons à en parler lors de la phase des essais en vol actif. Donc, on se retrouve dans les prochains épisodes. À bientôt à tous. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous, les amis.